Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur cette chaîne Santé pour cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, nous sommes un groupe de sages-femmes qui avons créé une chaîne pour créer du contenu ludique et en même temps pédagogique pour les patientes. Et puis pour les personnes qui nous connaissent, ravie de vous revoir. Voilà, ce que je vous propose c'est de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Et puis je vous retrouve après le générique pour aujourd'hui aborder le thème de l'allaitement. J'ai dit à ma mère que je souhaitais allaiter mon enfant. Est-ce que vous savez ce qu'elle m'a répondu? Ah ma fille, j'espère que tu ne seras pas comme moi et que toi tu auras du lait, car moi je n'en ai pas eu. Voilà, ça c'est une des choses qu'on entend très régulièrement de la part de patientes qui n'ont pas pu allaiter leur enfant longtemps ou pas du tout. Cette question de la quantité de lait. Donc on va commencer tout de suite par casser toutes les idées reçues à ce propos, parce que c'est vraiment un frein et en fait il y a des choses à comprendre pour réussir à mettre correctement en place un allaitement. Tout d'abord, lorsque votre bébé naît, vous avez toutes, absolument toutes, ce qu'on appelle du colostrum. Le colostrum, c'est un lait peu abondant mais très riche, couleur jaune, qui va nourrir le bébé dans les premières heures et les premiers jours. Souvent les femmes, en voyant ce colostrum, se disent que ce n'est pas suffisant pour nourrir leur bébé. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que quantité ne rime pas avec apport énergétique. D'ailleurs, quand vous êtes au régime, entre une grosse salade et une petite barre chocolatée, vous êtes toutes d'accord que même si la salade est plus abondante, c'est probablement celle qui est le moins calorique par rapport à cette petite barre chocolatée. Et bien avec le colostrum, c'est pareil. Il est peu abondant, mais il est très nourrissant. Dans les jours qui suivent, vous allez assister à un lait qui va se modifier un petit peu, le colostrum va disparaître, on va avoir un lait un peu de transition, et au 3e jour de vie de votre enfant, vous êtes censé avoir la montée de lait. Et là, vous allez avoir un lait qui est beaucoup plus abondant, avec des seins du coup qui sont parfois tendus. Et donc pour mettre correctement en place cette montée de lait, il y a des choses à savoir. L'allaitement, c'est une question hormonale. Donc tout le monde a du lait. C'est comme avoir ses règles. Avoir ses règles, le cycle menstruel, c'est une question d'hormones, et bien l'allaitement, c'est aussi une question d'hormones. Donc à moins d'avoir un problème hormonal, ce qui est quand même très rare, tout le monde a du lait. En revanche, il est vrai que certains facteurs peuvent jouer sur cette production d'hormones et effectivement influencer un petit peu la production de lait. Parmi ces hormones, il y a l'ocytocine. Vous avez déjà dû en entendre parler, cette hormone de l'amour. C'est cette hormone qui, entre autres, participe aux contractions du travail et de l'accouchement. C'est cette hormone qui fait que vous allez tomber en amour avec votre bébé, et puis si votre accompagnant est présent, lui aussi va tomber en amour avec votre bébé et avec vous. Il est vrai que la production de cette hormone peut être influencée par certains éléments. Par exemple, le fait d'être fatigué, d'être stressé, de ne pas vous sentir respecté dans votre pudeur au cours du séjour en maternité, et bien tout cela peut effectivement jouer un petit peu sur cette hormone et impacter la montée de lait. Donc il est important pour vous d'être vigilante sur ces points lors du séjour, mais en dehors de ça, il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas de lait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comment on passe du colostrum à la montée de lait, eh bien c'est la stimulation, c'est-à-dire c'est votre bébé en tétant qui va stimuler la montée de lait. Plus votre bébé va téter, plus ça va stimuler la montée de lait. Et là j'en reviens à ce que ma mère m'a raconté. Je lui ai dit, eh bien raconte-moi un petit peu ton séjour en maternité, est-ce que tu m'as gardé toutes les nuits avec toi? Comment ça s'est passé? Et donc elle m'a dit, ah ben non, nous à notre époque, les bébés restaient en nurserie avec les auxiliaires de puériculture. Je lui ai dit, bah voilà, si déjà la nuit tu ne m'avais pas avec toi, j'ai reçu, forcément, parce que j'avais faim pendant la nuit, forcément, j'ai eu des compléments de lait artificiel. Et donc en ayant ces compléments de lait artificiel, j'ai sauté des tétées. Donc je n'ai pas stimulé au moment où j'aurais dû stimuler le sein et donc la montée de lait. Et donc en faisant ça plusieurs nuits de suite,
Et bien on s'est retrouvé avec une montée de lait incomplète qui fait que rapidement, au bout de quelques jours, eh bien il n'y a plus de lait. Sachez que c'est récupérable, c'est pourquoi on va vous conseiller d'allaiter à la demande. C'est-à-dire dès que votre bébé montre qu'il a envie de téter, il va falloir le mettre au sein. Et cela peut être vraiment prenant, donc essayez vraiment de vous dire que ça peut être très fatigant et ça prend du temps, parce que par exemple, dans les premières nuits, il se peut que votre bébé se réveille toutes les heures pour téter. Essayez d'avoir en tête que ça ne sera pas comme ça tout le temps, mais que néanmoins, dans ces premiers jours, il faut vraiment favoriser la mise au sein le plus souvent possible dès que bébé montre qu'il en a besoin. Pour alimenter votre bébé, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il pleure, contrairement aux idées reçues. Il y a quelques signes qui peuvent vous alerter et il est préférable de le mettre au sein dès l'apparition de ces signes sans attendre qu'il pleure, puisque lorsqu'il pleure, c'est qu'il est déjà à un stade où potentiellement il est énervé. Et certains bébés, quand ils sont énervés, ont un peu plus de mal à essayer d'attraper le sein, donc ça peut être plus compliqué pour vous. Comment savoir si un bébé a faim? Eh bien, en général, tout simplement, vous allez voir que il agite la tête comme ça, en ouvrant un peu la bouche. Voilà. Et si vous le mettez vers votre sein et que vous voyez qu'il cherche comme ça, probablement qu'il a faim et qu'il a envie de téter. Sachez par ailleurs que les bébés ont un besoin de succion. C'est un réflexe pour eux, donc c'est un réflexe qui leur est utile pour pouvoir s'alimenter. Vous verrez aussi que certains bébés ont un peu plus de mal que d'autres. L'allaitement est un apprentissage. Mais les bébés ont aussi un besoin de succion pour se rassurer. Donc l'allaitement va être un apprentissage pour vous, mais aussi pour bébé. Certains bébés vont arriver à attraper le sein très facilement, d'autres bébés vont avoir plus de difficultés et il va falloir s'accrocher. Toutes les difficultés que vous allez rencontrer au début de l'allaitement ne seront pas présentes pendant des mois si vous décidez d'allaiter des mois. Les 7-10 premiers jours peuvent être difficiles parce que vous aurez mal, vous serez fatigué, bébé aura peut-être des difficultés. Passé cette période, ça ira beaucoup mieux et vous serez dans une vitesse de croisière, donc gardez ceci à l'esprit pour essayer de tenir si l'allaitement maternel est vraiment un choix pour vous. Parmi les douleurs de l'allaitement, les plus fréquentes sont les crevasses, c'est-à-dire comme des croûtes qui se forment au niveau du mamelon et qui sont relativement gênantes et douloureuses et parfois incitent certaines femmes à arrêter l'allaitement. Et puis le fait d'avoir les seins très tendus, voire un peu engorgés, ce qui peut être assez douloureux et pareil inciter les femmes à arrêter d'allaiter. Les crevasses sont le résultat d'une mauvaise position de votre bébé au sein. Et j'insiste là-dessus vraiment, c'est-à-dire que vous avez un rôle à jouer pour essayer de ne pas avoir de crevasses. Je distingue les crevasses de la sensibilité que vous pouvez avoir dans les premiers jours, qui peut être vraiment très désagréable. Pour ma part, dès que je mettais au sein dans les premiers jours mon bébé, je serrais les dents, je soufflais parce que c'était hyper douloureux. Les premières secondes de succion étaient vraiment très douloureuses parce que bébé tétait vigoureusement. Malgré le fait que je conseille souvent les femmes et que je sache que c'est transitoire, je me suis quand même demandé combien de temps ça allait durer, sachant que ce n'était pas des crevasses mais vraiment une sensibilité. Et je me suis demandé si cette sensibilité, j'allais la garder encore longtemps parce que ça n'aurait juste pas été possible. Et en fait, au bout de 2 jours, très rapidement, cette sensibilité a disparu et je n'ai plus ressenti aucune douleur. Prenez le temps vraiment d'attendre, de voir si cette sensibilité disparaît. Le fait de savoir que ça dure vraiment un temps très court vous permet plus facilement de prendre votre mal en patience. Concernant les crevasses, je vais prendre mon ami Louis le singe malicieux pour essayer de décrypter avec vous les différentes positions d'allaitement et comment essayer d'éviter ces crevasses. Voilà, donc j'ai ma fille, mais je ne souhaite pas la montrer, donc je vais vous montrer Louis le singe malicieux qui va faire office de bébé, parce que je n'ai pas de poupon ici pour vous faire de démonstration. Voilà, nous sommes en période de confinement. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo plus tard, ça restera dans l'histoire, suite à cette pandémie de Covid-19. Voilà, donc Louis le singe malicieux, eh bien, quand il va téter, donc la position la plus classique c'est la madone. On a le bras comme ça, votre bébé en face du sein. Et donc ce qui est important pour éviter les crevasses, c'est que le ventre de votre bébé soit contre votre ventre et vraiment sa tête bien en face du sein. Et très souvent, en interrogeant et en observant les femmes qui ont des crevasses, on constate que au lieu d'être en face du sein, le bébé est comme ceci, vous voyez. Souvent par peur que bébé s'étouffe dans le sein. Donc on va déformer le sein, on va décoller un peu le bébé pour voir son nez et s'assurer qu'il respire bien.
Alors sachez qu'un bébé ne s'étouffe pas au sein, d'accord? Il a quand même le réflexe de s'écarter et en principe quand votre bébé est au sein, vous l'observez. Si vous observez que quelque chose ne va pas, évidemment vous allez l'aider. Mais l'anatomie du sein du bébé, vous voyez quand on relève la lèvre vers le nez, ça permet de garder un peu d'espace pour les narines. Donc vous allez entendre que sa respiration est plus forte, mais pour autant il respire. Un bébé qui ne respire pas est bleu, parce qu'il est mal oxygéné. Si votre bébé est bien rose, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, on met Louis, le singe malicieux, votre bébé, bien en face du sein. Bien accroché. C'est pareil. On demande au bébé d'attraper toute l'aréole du sein. Pas que le téton, pas que le bout du sein. D'accord? Parce que là, c'est pareil. Votre bébé ne va pas téter, il va utiliser votre bout de sein comme une tétine. Et ça va vous abîmer et ça peut être douloureux. Donc vraiment bien en face et le faire attraper toute l'aréole. Vous avez cette position, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous mettre comme ceci, la madone inversée, donc avec votre bras et avec cette main-là, guider bébé au sein. Vous avez également la position en ballon de rugby. Hop, donc là, votre bébé est comme ceci et vous le mettez en sein comme ça. Et lorsque vous êtes allongé, vous pouvez allonger votre bébé, hop, en face de vous. Vous êtes allongés tous les deux, bébé est en face de vous. Donc ça, cette position, ça peut être pratique pour les femmes qui ont des poitrines volumineuses, mais après ça va être à vous de trouver votre position. Pour ma part, je mettais bébé au sein un petit peu n'importe comment, je le mettais même parfois comme ceci. Ça c'est une position aussi qu'on peut trouver, qui peut être plus pratique pour eux. Donc vraiment, à vous de trouver la position qui vous correspond. Concernant les douleurs de l'allaitement, il y a aussi potentiellement l'engorgement ou le fait d'avoir les seins très tendus qui peut être très douloureux et parfois votre bébé qui tète ne suffit pas à vider votre sein. Alors sachez que si vous décidez d'utiliser un tire-lait pour vider vos seins, le tire-lait a un effet stimulant, donc en fait c'est un peu un cercle vicieux, vous allez vider mais ça va restimuler, donc ça ne va pas forcément régler le problème. C'est une des raisons pour lesquelles certaines femmes souhaitent parfois arrêter d'allaiter. Néanmoins, en général, cette tension des seins s'observe au moment de la montée de lait et si vous décidez d'arrêter l'allaitement à ce moment-là, vous imaginez bien que votre bébé ne va plus vider vos seins, donc que la sensation sera encore plus douloureuse. Il est donc préférable de continuer à allaiter dans la mesure du possible et d'essayer de soulager vos seins. Certaines techniques ont fait plus ou moins leurs preuves. Appliquer des feuilles de chou sur vos seins, prendre une douche chaude et essayer de masser, de drainer votre sein sous l'eau pour essayer de le vider au maximum sous l'eau chaude. Si vous n'arrivez pas à le faire sous l'eau chaude, vous pouvez mettre de l'eau chaude dans un verre et mettre votre sein dans ce verre et pareil essayer de masser pour essayer de vider le sein. Cet engorgement qu'on observe parfois peut se compliquer de ce qu'on appelle une lymphangite qui peut aller jusqu'à la galactophorite voire l'abcès du sein. Donc ça va être un sein qui va être tendu avec un placard rouge, vous pouvez avoir de la fièvre. S'il n'y a pas de pus, il ne faut pas arrêter l'allaitement, continuer l'allaitement. On arrête l'allaitement que lorsqu'il y a un abcès, que lorsqu'il y a du pus. Et si l'abcès est d'un côté, on va pouvoir continuer à allaiter de l'autre côté. Encore une fois, ceci n'est pas une obligation, mais c'est juste, sachez qu'il est préférable de le poursuivre. Dans ces cas-là, en cas d'apparition de fièvre, en cas de sein très tendu, il est préférable de consulter, on pourra vous prescrire des anti-inflammatoires et la présence d'un abcès, très important, peut aller jusqu'au drainage chirurgical, mais c'est quand même très rare. Sachez aussi que si vous rencontrez des difficultés pour allaiter, peut-être que votre tout petit ne prend pas correctement le sein. Cela peut être dû à la présence d'un frein de langue qui l'empêche de téter correctement, parfois aussi à la présence d'un frein de lèvres. Il est aussi possible d'observer avec le temps l'existence d'une candidose mammaire. C'est comme une mycose du sein. Donc en général, vous allez avoir un bébé qui va avoir du muguet, c'est-à-dire un dépôt de lait permanent sur la langue, une langue très blanche, à ne pas confondre avec la langue qui est blanche suite à la prise alimentaire. Et vous pouvez observer que votre sein est aussi très rosé et a un aspect un peu inhabituel. Dans ces cas-là, il est préférable aussi de consulter pour qu'on vous prescrive un traitement pour cette candidose. Peut-on manger, boire de tout lorsqu'on allaite? Il y a pas mal d'idées reçues autour de l'alimentation et de l'allaitement.
Ce qu'il faudra retenir, c'est que, comme dans la vie de tous les jours, il faut pouvoir manger un peu de tout en quantité raisonnable, ne pas boire 10 cafés par jour, éviter de boire de l'alcool, ou alors si vous buvez de l'alcool, tirez votre lait et ne pas le donner à votre bébé pendant 24 heures peut-être, tout dépend de la quantité que vous avez bu. Enfin, sachez que si vous fumez, il est préférable d'allaiter même si vous fumez. C'est-à-dire, je vais essayer de m'exprimer correctement, que les bénéfices que votre bébé va tirer de l'allaitement maternel, malgré le fait que vous fumiez, est supérieur à l'allaitement artificiel. Donc si vous fumez, n'hésitez pas à allaiter quand même, ce n'est pas une raison de ne pas allaiter. En revanche, essayez d'organiser les temps où vous fumez par rapport au tété, c'est-à-dire qu'il est préférable de fumer après une tétée et pas juste avant. En ce qui concerne l'allaitement et la prise de médicaments, sachez qu'il y a très peu de médicaments qui sont contre-indiqués avec l'allaitement. Néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pédiatre, médecin, sage-femme. Et si vous avez un doute, vous pouvez aller aussi sur le site du CRAT, C-R-A-T, le centre de référence pour les agents tératogènes, qui vous donne la liste des médicaments et vous renseigne sur le fait qu'ils soient contre-indiqués pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. À quelle fréquence va téter votre bébé? Eh bien, il faut lui proposer le sein à la demande dès qu'il en a l'envie. Souvent en maternité, on va vous demander quand est-ce que votre bébé a tété, combien de temps. Donc vous pouvez tout à fait noter ceci dans un calepin ou sur une feuille que le personnel vous donnera pour avoir une petite idée, parce que vous allez peut-être oublier un petit peu au fil du temps. Et puis quand vous rentrerez à la maison, vous pouvez arrêter de cette habitude, mais au début c'est vraiment pour observer comment ça se met en place. Pour revenir sur cette histoire de quantité de lait, ce qui inquiète souvent les mamans aussi, c'est de se dire est-ce que mon lait est assez nourrissant? Est-ce que mon bébé a tous les apports dont il a besoin? Parce que lorsqu'on donne le sein, on ne sait pas quelle quantité on donne. Pour rappel, malgré tout, l'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois et l'allaitement maternel pendant 2 ans. Si vous ne souhaitez pas allaiter, bien évidemment que c'est votre choix. Il ne faut pas allaiter sous la contrainte. Il faut allaiter parce qu'on en a envie. Sinon vous risquez de rapidement arrêter l'allaitement et de mal le vivre, ce qui est dommage. Donc si vous ne souhaitez pas allaiter, c'est vraiment votre choix. Vous ne devez vous laisser influencer par personne. C'est votre choix à vous. Vous ne devez pas allaiter pour faire plaisir à la société, à votre belle-mère, à votre mari. Peu importe. Vous allaitez parce que vous en avez envie. Sachez tout de même effectivement que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour votre bébé. Il y a cette angoisse de ne pas avoir assez de lait. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Et souvent, comme le bébé réclame beaucoup dans les premiers jours, certaines femmes l'interprètent comme « Ah mais c'est qu'il a faim, puisqu'il me demande souvent. Donc il faut que je lui donne du lait en plus, parce que ce que je lui donne au sein n'est pas suffisant. » Alors que non, c'est tout l'inverse. Votre bébé tète pour que la montée de lait se mette correctement en place pour la suite. Le seul indicateur important dans le cadre d'un allaitement ou de l'alimentation du nouveau-né, ça va être la prise de poids, tout simplement. Votre bébé est surveillé de très près, on le pèse tous les jours à la maternité, les sages-femmes qui viennent vous voir à domicile après l'accouchement vont le peser aussi, et puis vous pouvez le peser une fois par semaine en PMI, voire plus si on constate qu'il y a un souci, puis au 1 mois du bébé chez le pédiatre. Si on se rend compte que la prise de poids est insuffisante, il sera toujours temps à ce moment-là d'introduire des compléments. Et si votre bébé a perdu du poids en l'espace de quelques jours, on introduira des compléments et ce n'est pas très grave. L'objectif étant surtout de préserver l'allaitement maternel un maximum. Concernant la prise de poids de votre bébé, dans les premiers jours à la maternité, vous allez observer que le poids descend, puis qu'il remonte. C'est tout à fait normal, tout à fait classique, ça arrive chez tous les bébés, donc si votre bébé perd du poids au début, ne vous inquiétez pas, il faut juste qu'il ne perde pas plus de 10% de son poids de départ. Donc ce que je vous conseille, c'est de laisser les professionnels de santé observer sa prise de poids et vous conseiller en fonction des résultats obtenus. Cela sera beaucoup moins stressant pour vous. Certaines femmes souhaitent mettre en place un allaitement mixte, c'est-à-dire alterner sein et biberon. Il est quand même préférable d'attendre quelques jours que l'allaitement s'installe correctement pour pouvoir mettre en place ce type d'allaitement. Parfois on parle de confusion sein-tétine qui fait que certains bébés finalement trouveraient ça plus facile de boire un biberon que de devoir être actif au sein, puisque le biberon coule plus facilement que le sein.
Donc on essaye d'attendre quand même quelques jours avant de mettre en place des compléments pour celles qui souhaitent le faire. Souvent ces femmes souhaitent mettre en place cette option soit pour avoir une idée de ce que boit leur bébé, soit pour être plus libre de se déplacer parce que l'allaitement nécessite d'être disponible à tout instant pour son bébé, pour pouvoir donner le sein. Donc il y a des motifs différents qui peuvent pousser les femmes à souhaiter mettre en place ce type d'allaitement. Sachez que vous pouvez donner des compléments de lait artificiels ou vous pouvez donner des compléments de lait maternel, c'est-à-dire tirer votre lait avec un tire-lait que vous pouvez soit acheter, soit louer en pharmacie avec une ordonnance. Vous pouvez faire des réserves de lait, soit au réfrigérateur, où vous pourrez les garder 24 à 48 heures, soit au congélateur, vous pouvez les garder environ 3 mois. Vous pouvez écrire la date à laquelle vous avez tiré votre lait pour justement vous rappeler que telle poche de lait ou tel flacon de lait correspond à telle date. Au moment de la reprise du travail, en général 2 mois et demi, 3 mois après votre accouchement, vous n'allez plus pouvoir donner le sein à votre bébé comme vous le faisiez si vous allaitez exclusivement. Il va falloir donc mettre en place le sevrage. Le sevrage ne se fait pas du jour au lendemain, sinon vous risquez de vous retrouver dans la situation d'un papa qu'on a connu qui a appelé en maternité parce que sa femme du jour au lendemain était retournée travailler sans préparer le sevrage. Le pauvre monsieur était complètement désemparé puisque son bébé hurlait et ne s'arrêtait pas. C'est bien normal parce que autant parfois c'est difficile de mettre en place l'allaitement, autant une fois que l'allaitement est mis en place, c'est parfois difficile de sevrer son bébé parce qu'il y a pris goût et qu'il est vraiment bien au sein et bien avec vous. Donc ça se prépare quand même quelques semaines à l'avance, 2-3 semaines à l'avance, où on va commencer à essayer d'introduire des biberons, en essayant de remplacer tout d'abord une tétée par un biberon, toujours la même, et ainsi de suite de remplacer les tétées que vous ne pourrez pas donner puisque vous serez au travail. Néanmoins, sachez qu'au travail vous avez le droit de tirer votre lait et vous pouvez toujours continuer à donner le sein le soir en rentrant à la maison. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail au risque de faire une vidéo sous un format vraiment trop long. Néanmoins, nous avons essayé de balayer au maximum les idées reçues concernant l'allaitement. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le début peut être parfois chaotique. N'hésitez pas à vous faire aider. Si vous sortez de la maternité et que vous pensez n'avoir pas été suffisamment aidé, en tout cas pas suffisamment pour mettre votre projet en place, n'hésitez pas à consulter à nouveau une sage-femme, une consultante en lactation. Et puis accrochez-vous, d'ici 7 à 10 jours, tout ira beaucoup mieux et vous pourrez partager ces moments privilégiés à votre bébé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et puis aussi n'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que ça peut être utile à certaines personnes que vous connaissez. A bientôt pour d'autres vidéos.